One Punch Man, Frieren, Hunter x Hunter. Ces noms résonnent comme des monuments dans l'univers de l'animation japonaise. Derrière eux, un seul studio. Aujourd'hui, je vous retrace son ascension, celle d'un pilier qui a marqué l'histoire de l'anime par sa force et sa vision. Voici l'histoire de Madhouse. C'est en 1970 que tout commence. Nous sommes chez Mushi Productions et le studio est au bord de la faillite. Et le fondateur de celui-ci, Osamu Tezuka, ne peut plus retenir ses employés de s'en aller. Petit rappel de qui est Osamu Tezuka. Ce mec est le père du manga, mais on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo. À cause de cette situation, Osamu Dezaki décide avec Rintaro, Yoshiaki Kawajiri et Masao Maruyama de quitter le studio pour créer en octobre 71 Madhouse. C'est en 1973 que leur premier animé, Jeux 7 et Match, est diffusé sur la chaîne MBS. L'animé sera bien reçu mais sans plus. Ce qui fera son succès viendra de son animation. Car oui, à ses débuts, le studio va surtout se faire connaître par sa qualité d'animation. Madhouse produira jusqu'en 1980 quelques animés comme Les Aventures de Gamba, Rémi sans famille, L'île au trésor ou encore Bochan. Et leur tout premier film d'animation, Ace o Nerae. C'est juste Jeux 7 et Match en japonais en fait. À ce moment-là, le studio est au top de sa forme, mais c'est sans compter sur un événement qui va tout bousculer. Dezaki s'en va de Madhouse. Et s'en va pour l'une des raisons qui l'a poussé à quitter Mushi Productions à l'époque, le manque de liberté créative. Et va créer dans son coin le studio Anapuru, avec un de ses amis avec qui il avait déjà collaboré chez Madhouse, Akio Sugino, qui lui travaillait chez TMS à l'époque. D'ailleurs, Madhouse à ses débuts a beaucoup travaillé avec TMS sur ces projets-là. Jeux 7 et Match, Les Aventures de Gamba réunis sans famille, L'île au trésor et Bochan. Du coup, maintenant que Dezaki est parti, c'est à Masao de reprendre les rênes du studio. Et devinez quoi, ils vont totalement arrêter la production d'animés. Enfin, des séries animées. Ils vont alors se consacrer en grande partie aux films d'animation. Et jusqu'en 1986, pas moins de 13 films vont sortir, dont Armageddon ou encore Gen d'Hiroshima. Deux gros succès qui vont propulser Madhouse au stade de studio majeur. « 1986 officialise aussi leur début dans les OAV, avec Wounded Man, un manga des années 80 créé par Kazuo Koike, un mangaka qui a aussi fait Hulk le manga et qui a travaillé sur X-Men Unlimited. J'avoue que les films et les OAV, pour le moment, on va un peu survoler, car ils en ont fait pas mal. Dites-vous, de 86 à 89, ils en ont sorti 24. On fera un chapitre spécial OAV film plus tard dans la vidéo, parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Et justement, on va rester en 89, parce que cette année-là, Madhouse décide de reprendre les séries animées. Bon, ils reviennent avec un animé du nom de Easy Cooking Animation Sheishuno Shokutaku. Écoutez-moi bien, le seul truc qu'on a trouvé sur l'animé, c'est un bout de générique qu'un mec a mis sur un tub sur YouTube. Bon, en vrai, ça me choque pas plus que ça, parce qu'à l'époque, ça passait pas vraiment les frontières. Mais là n'est pas le sujet. Et comme pour les OAV, on va pas passer en revue tout ce qu'ils ont fait, parce qu'on en a pour des heures, alors si vous voulez bien, on va avancer jusqu'en 1998.
Et Madhouse va nous sortir Trigun et Sakura, chasseuse de cartes, le même mois. Deux mastodontes qui vont être très bien reçus, surtout Sakura, qui remportera même un prix en 1999. Il remportera le Grand Prix de l'animé. Pour ce qui est de Trigun, lui connaîtra son apogée au-delà des frontières japonaises. Le studio est sur une bonne lancée, alors ils vont redoubler d'efforts pour revenir en 2000 avec un animé que tout le monde connaît aujourd'hui. Hajime no Ippo est un manga de sport écrit et dessiné par George Morikawa en 1989. L'histoire se concentre sur Ippo, un lycéen de 16 ans qui est victime de harcèlement scolaire. Un jour, il est sauvé par Mamoru Takamura, un boxeur professionnel qui l'emmène au club Kamogawa. C'est à ce moment-là que Ippo va découvrir son talent pour la boxe. Poussé par un désir de devenir plus fort, il va alors décider de s'entraîner pour devenir boxeur professionnel. Hajime no Ippo est toujours en cours de parution et contient aujourd'hui plus de 140 tomes. Pour ce qui est de l'animé, Madhouse va produire entre 2000 et 2002 76 épisodes de Ippo le Challenger. L'animé est tellement bien reçu que l'Académie de l'anime va lui donner un score de 90%. L'année suivante, un OAV et un TV spécial vs sortir, Mashiba vs Kimura et Champions World. Il faudra attendre jusqu'en 2009 pour que le studio nous sorte la saison 2 qui contiendra pour elle 26 épisodes seulement. Entre la saison 1 et la saison 2, pas grand chose a changé. L'animation était tellement bien travaillée à l'époque que la seule grosse différence notable est qu'on est passé du 4/3 au 16/9. Bon après j'abuse un peu, on voit quand même la différence et heureusement. Et évidemment, les 26 épisodes de la saison 3 n'échappent pas à la règle. Mais cette fois, Madhouse n'est pas seul sur le projet, car Hajime no Ippo Rising s'est fait en collaboration avec un autre studio. Alors on sait pas exactement sur quoi ce fameux studio a travaillé, mais on peut en déduire que tout ce qui est effets, 3D ou encore background ont été faits par eux. Il faut dire que ça tombe bien, un animé, ça coûte une blinde à produire. Madhouse c'est pas un secret, il galère souvent côté budget et court après les délais, comme Ippo après un titre. Je suis pas peu fier de celle-là quand même. Mais il y a une raison derrière cette collaboration. En vérité, ce fameux studio est étroitement lié à Madhouse, puisqu'il a été créé par Masao Maruyama. On va juste parler de sa carrière pour le coup, et croyez-moi, elle est sacrément chargée. Reprenons à ses débuts. Après avoir obtenu son diplôme en faculté de lettres, Masao va travailler à temps partiel pendant environ 1 an. Mais grâce à une connaissance, il rejoint Mushi Productions en 65, sans même savoir que c'était une boîte d'animation. Ça, faut quand même le faire. Comme dit auparavant, en 72, le studio est confronté à une crise financière. Alors il part et fonde Madhouse avec d'autres créateurs. En 1980, il va finir par prendre la tête du studio, et ça, jusqu'en 2011, où il prend la décision de quitter Madhouse pour plusieurs raisons comme sa santé, la pression de Nippon TV et le manque de liberté créative. On dirait bien que l'histoire se répète. Et en juin de la même année, il décide de créer un nouveau studio avec quelques anciens de chez Madhouse, sous le nom que vous connaissez tous, Maruyama Animation Produce Project Association. Oui, il a créé MAPPA. Et c'est ce fameux studio qui vient prêter main forte pour la saison 3 de Ippo Rising, qui d'ailleurs va même être classée parmi les meilleures séries animées des années 2010. Mais malheureusement, Masao va quitter MAPPA en 2016, contre son gré. Il s'en va tristement pour créer Studio M2. Il est pas mort, non, ça va, il va très bien. Et le Studio M2 qui a été créé, du coup, c'est un studio qui est spécialisé dans la pré-production. Le mec s'arrête pas, il fait que des studios. Il a été enterré vivant le 19 juin 2022, jour de son... On parle de funérailles vivantes lorsqu'une personne vivante organise ses propres Ikizoshiki. Donc là, Masao, il s'est dit qu'il allait organiser son enterrement vivant et qu'il allait inviter ses proches pour fêter ça. Ah ouais... Oh, le Japon là. Bon, Orvan, Masao est toujours vivant, il va très bien, aux dernières nouvelles, et on n'a pas grand chose sur lui, on n'a pas beaucoup d'infos, mis à part le fait qu'il a travaillé pour l'animé Pluto, qui est sorti en 2023 sur Netflix. Voilà, on en a fini avec la carrière de Masao, alors si vous le voulez bien, on va remonter dans le temps. Nous sommes en 2001 et le studio nous pond ça. Et juste après, ça.
ça va là, on vous dérange pas Badass vient de nous sortir 2 titans générationnels. Alors pour ma part, j'ai grandi avec ces animés là, en plus de Dragon Ball, Pokémon, Hamtaro. Ah, c'était vraiment bien Hamtaro, ok? Vérité, j'ai pas grand chose à dire sur ces deux là. C'était 2 très bons animés, certes un petit peu longs par moment, surtout avec les belles scènes d'Olive et Tom où ils courent pendant 1000 ans sur le terrain pour même pas marquer. Loser, vraiment. C'était des bons animés du coup qui faisaient passer le temps le midi ou le soir après l'école. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous aimez les meurtres? Autour de Monster de rentrer en scène. Adapté du manga de Naoki Urasawa, le récit suit le docteur Kenzo Tenma, un brillant neurochirurgien qui voit sa vie basculer après avoir sauvé un jeune garçon, Johan, qui se révèle être un tueur en série. L'histoire explore des thèmes profonds, comme la moralité, la culpabilité et la nature du mal. Alors pour la vidéo, j'ai commencé à regarder vu que je connaissais pas, et franchement, je me suis grave endormi, ça pue la merde. Non, c'est faux, évidemment. L'histoire est captivante et très bien écrite, mais par contre, c'est lent, mais c'est lent. Bon, en vrai, c'est une œuvre qui prend le temps, et vous met dans une ambiance pesante et mystérieuse. Donc si vous aimez ce style-là, foncez, car justement, Monster n'a pas vraiment eu le succès qu'il mérite. Il est connu certes, mais pas au point où il devrait l'être. Après ça c'est que mon avis. Et au pire, si vous voulez avoir le contrôle sur le rythme, lisez le manga, car l'anime est littéralement un copier-coller de celui-ci. Par la suite on va voir Black Lagoon et Nana, sortis tous les deux en avril 2006. Du côté de Black Lagoon, on est plus sur de la violence, des pirates, etc. etc. De l'autre côté, on a Nana, une histoire qui tourne autour des relations amoureuses et de la vie d'adulte. Rien à voir. Mais aussi différents puissent-ils être, ils ont vraiment été très bien reçus et sont aujourd'hui connus mondialement. Alors sachez que pour la vidéo, j'essaie de regarder au maximum ce que je vous présente. J'ai donc regardé un petit peu Black Lagoon et très sincèrement, je pense que je vais continuer car c'est vraiment très bon. Et pour ce qui est de Nana, c'est un rythme assez doux mais parfois très marrant. Essayez d'aller regarder le premier épisode et vous verrez qu'il y a quand même quelque chose à en tirer. C'est pas trop mon délire donc je pense que je vais pas continuer. Mais pour ceux qui veulent un truc chill, franchement allez-y. L'animation en plus de ça est vraiment cool et assez qualitative. D'ailleurs ce point là va faire ma transition. Parce que si on s'attarde un petit peu plus sur les personnages et les dessins, on peut y trouver une certaine similitude avec une autre création du studio. Considéré comme l'un des meilleurs mangas à l'époque, c'est une œuvre unique en son genre, que tout le monde connaît. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le seul et l'unique, Death Note. Ok, là on s'attaque à un gros morceau. On connaît tous Death Note, enfin, en principe, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un rapide synopsis. Light Yagami, un lycéen surdoué, découvre un carnet nommé Death Note, qui permet de tuer quiconque en y inscrivant son nom. Convaincu que le monde est corrompu, il décide de l'utiliser pour éliminer les criminels et devenir le dieu d'un nouveau monde. Les morts inexpliquées attirent l'attention du détective L, qui se lance dans une chasse pour démasquer ce tueur, surnommé par le peuple Kira. Et pour le bien de la vidéo, je me suis refait l'entièreté de l'animé pour vous donner ma conclusion. C'est à chier. C'est pas vrai, je rigole. Seulement pour le deuxième arc. Non. Soyons honnêtes. Je m'appelle Mir. Je suis le nouveau L mais en blanc. Alors ça déjà c'est raciste. J'ai 6 ans et je vais t'arrêter car je suis le plus intelligent, le plus beau et le plus riche. Amenez-moi dans mon bunker s'il vous plaît, j'ai envie de jouer au petit train. En fait c'est comme si on nous avait habitués à Freezer et que d'un coup on nous disait votre ennemi c'est Chaozu. On nous a enlevé elle pour ça. Je te déteste Nier. Tu es un con. Allez on se reprend, c'est qu'un gamin. On s'éloigne du sujet principal, allez. Madame c'est sûr passé pour Death Note. Tout y est, l'animation, l'ambiance, la musique, que dis-je, les musiques.
nous a pondu 37 épisodes exceptionnels qui a retourné la Terre entière. Et les animateurs. Alors, j'abuse un peu, car en vrai, c'est pas le projet le plus chaotique de Madhouse. Mais ça, on en reparlera plus tard. Pour en finir avec Death Note, il est important de noter que la réalisation a été supervisée par Tetsuro Araki et Yoshihisa Inaro et Hideki Tanuyuichi pour la musique. D'ailleurs, je profite de ce moment pour vous dire que dans un avenir proche, il y aura une très grosse vidéo très particulière sur Death Note. Nous arrivons en 2010 et Madhouse décide de péter du Ritz en nous sortant une collaboration avec Marvel. N'avez-vous jamais rêvé d'entendre Tony Stark parler japonais ? Moi non, mais ils l'ont quand même fait. Pareil pour Wolverine, les X-Men ou encore Blade. Ces 4 animés sont sortis en octobre 2010 et septembre 2011 avec respectivement 12 épisodes chacun. Cette collaboration était tout simplement une tentative d'allier l'Occident avec l'Asie sur le domaine des animés. Conclusion. Aucun intérêt. Malgré l'effort, Marvel et Madhouse n'ont pas su convaincre le public. C'est assez dommage car ça partait d'une bonne intention quand même. Entre scénario prévisible et animation peu convaincante, on tombe dans un échec commercial. La collaboration n'ira pas plus loin et ne sera jamais renouvelée pour des suites quelconques. Bon, on est fin 2011 et ça fait un moment que le studio nous a rien pondu de stratosphérique. La dernière masterclass était en 2007, avec Death Note. 4 ans sans rien sortir d'impactant. Que fait Madhouse ? Ils ont peut-être un manque d'effectifs ? Ils ont peut-être une panne d'inspiration ? Peut-être des soucis budgétaires ? Peut-être plus de connexion internet ? Ou peut-être plus de papier dans l'imprimante ? 大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出してL'histoire suit Gonfrix, un jeune garçon qui part à la recherche de son père, Jin, un légendaire hunter. Pour le retrouver, Gon décide de devenir lui-même un hunter. Il va alors, au cours de son voyage, rencontrer des compagnons comme Kurapika, Leorio et Killua. Ensemble, ils vont affronter des épreuves et des ennemis redoutables dans un monde vaste et dangereux. J'avoue ne jamais avoir regardé un seul épisode d'Hunter x Hunter. Jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que les animés trop longs, ça me donne la flemme de les finir avant même de les commencer. Du coup, pour le bien de la vidéo, j'ai commencé à regarder et franchement, je ne regrette absolument pas. Là, ça fait quelque chose de très qualitatif et surtout de constant. Parce que oui, des animés avec une bonne animation, il y en a à l'appel. Mais des animés qui sont bons du début à la fin, c'est un peu plus rare. Oui, ça y est, on le sait, Madhouse sont des cracks en animation, c'est bon, on a compris. Et ce qui est fort de leur part, c'est qu'ils ont utilisé une animation limitée. Et heureusement pour eux, car quand on te demande de faire 150 épisodes, crois-moi que tu réfléchis comment tu vas t'y prendre pour que ça te coûte le moins cher, que ça te prenne le moins de temps, et qu'en plus de ça, ça soit qualitatif. Et durant mon visionnage, j'ai bien compris comment ils ont fait, et je vais vous montrer ça en utilisant seulement les 2 premières minutes de l'animé. Alors, ces premiers plans sont animés de la même façon. Le premier et le deuxième se déplacent dans l'image en zoomant ou en se déplaçant. On s'en aura pour la mettre qui est animée quand même. Et la suite aura le même traitement. Parfois des loops seront utilisés comme sur le 4e plan, et des loops, on va en manger à l'appel. Gon arrive à l'écran, et les papillons autour de lui sont aussi des loops. Quelques secondes plus tard, on a ce plan qui laisse des personnages parler entre eux, de dos avec des loops. La vraie animation arrive 1 minute plus tard, avec Gon qui arrive à attraper sa proie. Donc voilà, dans tous les cas, vous venez de voir 80% de l'animation d'Hunter x Hunter. Alors ce que je dis n'est pas une critique, attention, loin de là, c'est même l'inverse. La plupart des gens ne font pas très attention à ça pour une seule raison, le son. L'ambiance sur l'île, la musique ou encore l'association des deux en fond, pendant que des gens parlent sur un plan fixe, eh bien ça passe. Ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu. Ouais, je m'en souviens encore, c'était le père de Gon qui l'avait pêché. Tel père, tel fils. Du coup, cette technique permet aux animateurs de se concentrer sur des plans plus importants, comme les combats. Mais il y a un élément que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est le temps. Prenons l'épisode 10 et faisons un petit calcul.
La durée d'un épisode d'anime fait environ 23 minutes. Ce à quoi on va soustraire la récap de l'or, l'opening, le second récap de l'épisode précédent et l'ending, ce qui nous amène à un peu plus de 4 minutes. Et du coup, si on fait une petite soustraction, ça nous amène à 18 minutes pures d'épisodes à animer. 18 minutes à animer sur 150 épisodes. Et justement, 150 épisodes, c'est beaucoup trop long. C'est long, mais pourquoi? Parce que le rythme est lent. Certaines scènes perdurent, parfois des personnages parlent lentement, ou tout simplement radotent. Ce qui fait qu'en limitant l'animation plus en jouant sur le rythme, on obtient 150 épisodes. En vrai, vous aurez la vraie raison dans quelques instants. Alors conclusion, je me suis arrêté un peu plus en détail sur l'animation d'Hunter x Hunter car c'est le plus gros projet de Madhouse. C'est un peu leur One Piece. Je le répète, l'animé est vraiment bon. L'animation est plus précise et travaillée quand il y a besoin. Allez regarder la fin de l'épisode 35 et vous comprendrez de quoi je parle. Au-delà de ça, Hunter x Hunter s'est arrêté prématurément. La santé du mangaka Yoshiro Togashi s'est aggravée, ce qui a fait que Madhouse n'a pas pu continuer à travailler sur l'animé. Les épisodes sortaient chaque semaine et commençaient à rattraper le manga. Et elle est là, la vraie raison de ce rythme d'épisodes. Si tu vas trop vite, tu rattrapes le manga, tu fais moins d'épisodes, donc moins d'argent, etc., etc., etc. Donc après 148 épisodes, la production s'est stoppée, fermez les rideaux, au revoir. Et tant mieux pour les animateurs de Madhouse. On en reparlera plus tard dans la vidéo, mais un chapitre sera dédié aux animateurs du studio. D'ailleurs, avant de passer à la suite, petit message pour les fans d'Hunter x Hunter. Bon, certains d'entre vous doivent déjà le savoir, mais en 2022, Yoshihiro a créé un compte Twitter X où il partage l'avancée du manga. Alors si vous êtes curieux, son arroba c'est UN4 V5 S8 BGS VK9 XP. J'ai pas de vanne à faire, il l'a fait à ma place là. Les gros projets, c'est fini pour Madhouse. On est en octobre 2014 et leur prochain nouveau bébé va bientôt voir le jour. Je parle bien évidemment de Parasite. Durant une nuit, des sphères mystérieuses tombent du ciel, libérant des parasites. Leur mission, remplacer les cerveaux humains. L'un d'eux tente de prendre possession de Shinichi Izumi, mais échoue à cause de ses écouteurs. Il décide alors de fusionner avec sa main droite. Shinichi doit alors cohabiter avec ce parasite, qu'il nomme Migi, tandis que d'autres parasites réussissent leur infiltration, se nourrissant d'humains. Ensemble, Shinichi et Migi vont naviguer dans un monde où les humains et les parasites coexistent dans un équilibre précaire, luttant pour leur survie et leur identité. Ok, le synopsis fait un peu une taille, surtout quand ça parle de la main droite, mais en vrai c'est un super animé. L'histoire est prenante de fou et l'animation est pour le coup vraiment très soignée. Les transformations nous mettent vraiment dans l'ambiance. Alors ok, je vous l'accorde, c'est un peu particulier car c'est sanglant et ça joue sur l'éthique. Mais je vous jure que c'est vraiment à regarder. Je vais pas vous mentir, je pense pas en parler plus que ça de Parasite, car en vérité c'est certes un excellent animé, fidèle au manga de Hitoshi Iwaki, mais ça s'arrête là. Madhouse n'a pas eu de problème pendant la production et l'animé a été livré à temps. En vrai, j'aurais pu le mettre dans les mentions honorables, mais je trouvais ça un peu cruel de le faire. Donc ma conclusion, foncez regarder Parasite, car c'est un animé vraiment original qui mérite d'être vu. Maintenant que j'en ai conclu avec ce Parasite, plongeons dans un univers totalement différent, mais tout aussi fascinant. L'histoire commence dans l'Yggdrasil, un MMORPG en ligne qui s'apprête à fermer ses portes après 12 ans de succès. Momonga, chef d'une puissante guilde non humaine, refuse d'accepter la fin de cet univers où il y trouve refuge. Alors connecté au jeu avant la fermeture des serveurs, il se retrouve transporté dans un monde fantastique où les personnages du jeu deviennent réels. Reprenant le nom de sa guilde, Hans Oalgon, je sais pas si je l'ai bien dit, va explorer cet univers tout en cherchant d'autres joueurs potentiellement pris au piège comme lui. Ce qui rend Overlord unique, c'est son anti-héros complexe. Une signature de chez Madhouse, qui a déjà exploré ce type de protagoniste avec des œuvres comme Death Note ou encore Black Lagoon. Overlord d'ailleurs en est à sa 4ème saison sortie en 2022, ce qui témoigne de la fidélité de sa communauté de fans et du succès de l'adaptation initiale par Madhouse. J'ai commencé à regarder et pour le coup c'est vraiment sympa. Le fait que Momonga soit sans réponse à ce qui lui arrive, mais vraiment dans l'ambiance. Il y a aussi Albedo qui met dans l'ambiance. Bon en vrai j'ai pas 50 choses à dire sur Overlord, alors si vous le voulez bien, on va passer à quelque chose de très particulier. Sorti en octobre 2015, One Punch Man compte 12 épisodes dans cette première saison. J'y reviendrai plus tard. C'est l'un des projets les plus explosifs de Madhouse. Adapté du comic de One, cet animé raconte l'histoire de Saitama, un homme ordinaire devenu un héros invincible grâce à un entraînement intense mais absurde, sans pompe, sans abdos
et 10 km de course par jour. Ce régime improbable l'a rendu si puissant qu'il peut terrasser n'importe quel ennemi d'un seul coup de poing. Cependant, cette force exceptionnelle devient rapidement une source d'ennui pour lui. Dépourvu de véritables défis, Saitama se retrouve à naviguer entre des combats contre des monstres surpuissants et la banalité de son quotidien. Faut savoir que l'œuvre de One Punch Man a une histoire incroyable. Et pas celle de Saitama, celle de One. Mais ça fera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. En vrai, j'en sais rien. Pourquoi pas. Saitama, quant à lui, on va en parler maintenant. Le fait qu'il y ait un écart entre sa puissance et son humour en fait un personnage vraiment attachant. Et Madhouse a vraiment bien réussi à le retranscrire. En plein milieu des combats, on a des scènes comme celle-là qui viennent tout alléger et rappeler que malgré que One Punch Man se veut épique, il n'en reste pas moins ridicule de par son protagoniste principal. Et tellement c'est bien fait que lorsqu'on voit Saitama devenir sérieux, on commence à regretter pour la personne qu'il combat. Et j'avais dit que j'allais arrêter de parler de l'animation. J'ai menti. Madhouse pousse l'animation à son paroxysme. Le studio est au sommet de son art et les combats sont magistraux. J'ose dire magistraux. Les animateurs ont dû s'arracher les cheveux au point où certains ont dû finir comme Saitama. Sans mauvais jeu de mots. L'impact qu'a eu One Punch Man dans l'industrie de l'animation au Japon était si puissant que même Madhouse n'a pas assumé. Le studio n'a pas continué sur le projet principalement à cause de contraintes liées à leur charge de travail élevée, des coûts importants pour maintenir la qualité d'animation exceptionnelle et l'indisponibilité du créateur clé, Shingo Natsume. Et à cause de ces raisons, un changement du studio s'est fait par la suite. JC Staff est aux commandes pour sortir la saison 2 de One Punch Man en 2019 et les retours ont été très mitigés par la communauté et c'est normal, car la qualité en a pris un coup dans la gueule. Alors c'est très loin d'être mauvais, mais on voit bien que ce n'est pas pareil, que c'est moins détaillé, que les personnages sont parfois simplifiés et plus pointus dans leurs traits. Après, passer derrière Madhouse, c'est pas une mince affaire non plus. Vu le niveau du studio, JC Staff a pris un gros risque en acceptant le projet. Mais ils s'en sont très bien sortis. Je rappelle que JC Staff c'est Food Wars ou Prison School, pour vous situer. Et à l'heure où je vous parle, la saison 3 est sur le point d'arriver. Le compte Twitter X officiel de One Punch Man a annoncé que la saison 3 arriverait en octobre 2025. Pour conclure, Madhouse a tout démonté au point de lâcher la corde tellement ils ont tout donné. Du coup ce qui va se passer c'est que maintenant ils vont y aller tranquille sur les projets. Et pour éviter que la vidéo elle fasse 4 heures, on va avancer tranquillement jusqu'en 2023. Lancé en octobre 2023, Frieren compte 28 épisodes dans cette première saison. Après l'intensité de One Punch Man, il est temps de ralentir et d'explorer un animé qui fait vibrer par sa douceur. Frieren raconte l'histoire d'une elfe magicienne qui, après avoir accompli une grande quête héroïque avec ses compagnons, se retrouve confrontée à une nouvelle forme de solitude et de quête personnelle. Tandis que le temps passe différemment pour les elfes, elle décide de revisiter ses souvenirs et de mieux comprendre l'impact des liens qu'elle a tissés. J'aime particulièrement cet animé pour une seule raison, sa beauté artistique. Les couleurs pastel et la simplicité des plans m'ont fait tomber amoureux. Pour moi, Frieren est un incontournable si vous êtes sensible à ça. On est vraiment sur une ambiance calme et posée. Certains moments ça s'excite un peu plus, mais la plupart du temps on a juste l'impression de faire un voyage poétique avec les personnages et de découvrir leur univers. Ça fait du bien parfois, de ralentir la cadence et de décontracter. Et pour ce qui est de l'animation, c'est Madhouse, n'oubliez pas. Donc encore une fois, allez regarder Frieren, c'est trop bien. Bon, je vais faire une sorte de mini spoil, mais Frieren, faut savoir qu'elle cache très bien son jeu. Voilà, j'en ai fini avec les séries animées. Je mets des guillemets parce que à la fin de la vidéo, je vais faire un mini chapitre mention honorable sur les œuvres que je n'ai pas pu explorer pendant la vidéo. Alors si vous le voulez bien, rentrons dans le dernier gros chapitre. Pour commencer, on va parler de Weak City et Demon City Shinjuku. Si je les prends en même temps, c'est car ils sont en grande partie similaires sur leur histoire et leur style. J'ai regardé les deux films, ils sont vraiment bons. Mais, oui, mais sinon j'en parlerai pas. Le souci de ces films, c'est qu'au-delà de nous donner un contexte et un prétexte, ne font qu'effleurer le lore qui les entoure. Donc en réalité, pendant 1h30, on en prend plein la vue, mais une fois fini, on reste sur notre faim. Et pour moi c'est vraiment le seul défaut que je trouve à ces deux films là. Car en vérité c'est un peu le but d'un film. À l'instar de Marvel qui peut connecter tous ces films et prendre le temps,
Quand tu fais un one-shot, faut te focaliser sur ce qui est vraiment important pour le déroulement de l'histoire. C'est pour ça qu'en vrai, si ces deux films-là viennent un jour peut-être, à être adaptés en série animée, ça peut faire des putains de trucs en vrai. D'ailleurs, malpoli que je suis, je vous ai pas donné les synopsis. Commençons par Wick City, sorti en 1987. Dans un monde où les humains et les démons coexistent en secret, une organisation veille à maintenir un équilibre fragile entre les deux espèces. Taki Renzaburo, un agent humain, et Maki, une femme démon, sont chargés de protéger un traité de paix crucial contre des forces malveillantes. Le duo se retrouve plongé dans une série de confrontations violentes et surnaturelles, révélant des vérités sombres sur les deux mondes. Avec une animation audacieuse et une atmosphère oppressante, Wick City explore des thématiques de méfiance, d'alliances improbables et de survie. C'est d'ailleurs dans ce film que vient la fameuse scène de la femme araignée là. Et pendant que j'y suis, Wick City c'est un film avec de la nudité, donc si vous venez à le regarder, bah préparez-vous à ça. Et oui, ma tête cache bien une chatte putante. Et enfin, Demon City Shinjuku, sorti en 88. Dans un Tokyo ravagé, désormais connu sous le nom de Shinjuku démoniaque, un jeune combattant, Kyoya Izayoi, doit affronter des forces démoniaques pour sauver la ville et empêcher un sorcier maléfique, Rebi Ra, de plonger le monde dans le chaos. Accompagné de Sayaka, une jeune femme cherchant à sauver son père, Kyoya traverse des paysages apocalyptiques peuplés de créatures surnaturelles. Demon City Shinjuku combine action intense, dark fantasy et une atmosphère unique qui a marqué les amateurs de récits dystopiques. Ces deux films de Dark Fantasy, comme vous pouvez vous en douter, ont été très bien reçus par le public. Malgré moins connu que Wick City, Demon City Shinjuku n'en reste pas moins magnifique. Et pour avoir regardé les deux films pour l'écriture de la vidéo, et ben en fait, j'ai été vraiment surpris parce qu'ils ont extrêmement bien vieilli. En bonne qualité, attention. Donc, si vous aimez bien le style années 80 et le Dark Fantasy, n'hésitez pas et foncez. Oui, moi aussi j'ai été étonné de voir que c'était Madhouse qui avait fait Gun. Et oui, c'est la première adaptation animée de l'œuvre. L'OAV est séparée en deux épisodes intitulés Rusty Angel et Tears the Sign, qui adaptent les premiers chapitres du manga. Grâce à Madhouse, Alita a attiré une audience internationale et a dû, je pense, inspirer le film live-action produit par James Cameron, sorti en 2019. Bien qu'à ce jour Gun soit un phénomène, en vérité, les OAV de 93 ne sont pas si transcendants que ça. Ce sont simplement deux métrages lâchés dans la nature et plus rien. Et c'est sûrement pas à cause de James Cameron, malgré le fait qu'il ait racheté les droits d'adaptation, lui a seulement acheté les droits pour réaliser Alita en film. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, s'il y a un écart de 20 ans entre l'achat des droits et la sortie au cinéma en 2019, c'est tout simplement parce que James Cameron était occupé avec Avatar. En conclusion, les OAV de Gun, Battle Angel Alita sont considérés comme des œuvres emblématiques qui ont contribué à démocratiser l'univers de Yukito Kishiro à l'échelle internationale. Vous avez commis la pire erreur de votre vie. Laquelle? Vous m'avez sous-estimé. On s'attaque ici à un véritable monument. Perfect Blue est sans doute le film d'animation le plus acclamé et le plus respecté des années 90. Et même encore aujourd'hui, je crois. Son influence est telle qu'il est considéré comme l'un des piliers de l'animation japonaise. Et pour ceux qui ne connaissent pas, synopsis.
Perfect Blue suit Mima Kirigoe, une idol pop qui décide de quitter son groupe pour devenir actrice. Ce changement de carrière va entraîner des conflits internes et une série d'événements troublants, y compris des menaces d'un fan obsessionnel ainsi que des meurtres autour d'elle. Alors que la réalité et l'illusion commencent à s'en mêler, Mima lutte pour distinguer ce qui est réel dans un monde où son image est constamment façonnée par les autres. Les thématiques abordées ont fait comprendre aux gens, surtout aux adultes, car c'est un film pour les adultes plus particulièrement, que les films d'animation, ce n'est pas que pour les enfants. Je vois mal les gens mettre les gosses devant Perfect Blue en vrai. Mettre des enfants devant ce film, c'est juste les traumatiser en vrai je pense. Par contre, les adolescents, c'est sûrement la bonne chose à faire. Malgré quelques scènes compliquées à regarder, Perfect Blue sert de prévention, et je pense que c'était l'objectif. Mettre en lumière le cyberharcèlement qui se transforme en harcèlement d'une jeune femme, c'est peut-être le meilleur move que Madhouse a pu faire en cette fin d'année 90. Ils étaient précurseurs dans leur démarche pour le coup, et suite à ça, tout le monde a acclamé le film. C'est une réussite, rendant le studio encore plus connu internationalement. Conclusion, le film est bon. J'ai bien dit bon. Les thèmes abordés sont efficaces et l'animation est toujours au top. Saviez-vous que c'était Madhouse derrière l'animation ? Pour clore cette conclusion, je vais vous donner ma review sans spoil. Vous allez comprendre pourquoi. Le film était vraiment moyen en termes de rythme. C'est vraiment lent et parfois certains moments auraient pu être raccourcis. Ok, certains plans sont là pour donner une ambiance, mais des fois, ça perd plus le spectateur qu'autre chose. Pour ce qui est du thème abordé, c'est vraiment intéressant, mais encore une fois, il y a trop d'allers-retours dans le scénario. Le film dure 1h20 et c'est seulement aux 2/3 que ça devient vraiment intéressant. Mesdames et messieurs, pour cet avant-dernier film, j'aimerais le prendre à part. Aussi spécial soit-il, il en mérite un traitement équivalent. Laissez-moi vous parler de Paprika. Dans un futur proche, une technologie révolutionnaire permet aux psychologues d'entrer dans les rêves de leurs patients grâce à un dispositif appelé DC Mini. Mais lorsque cette invention est volée, des cauchemars incontrôlables commencent à envahir la réalité. Paprika, l'alter ego onirique de la scientifique Atsuko Shiba, se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver le voleur et empêcher le chaos de détruire l'équilibre entre le rêve et la réalité. Par pitié, regardez ce film. Posez votre téléphone, éloignez toute distraction et laissez-vous plonger dans Paprika. Pour moi, c'est l'un des plus beaux films d'animation. Il va pas plaire à tout le monde, c'est sûr, car il est spécial, voire perché. Et la personne qui est derrière cette masterclass n'est autre que Satoshi Kon, qui est aussi derrière Perfect Blue. Pour la faire court sur ce monsieur, c'est un réalisateur. Voilà, c'était ultra court là. Non, plus sérieusement, ce mec est un pilier de l'animation japonaise. Il a plusieurs casquettes, comme les casquettes New York, Il a plusieurs casquettes comme réalisateur, scénariste ou encore mangaka. Il s'est fait remarquer par notre cher Masao Maruyama dans les années 90 quand il travaillait sur les OAV de JoJo's Bizarre Adventure. Et il a un univers bien à lui, Satoshi. Parce que si on y prête un petit peu plus attention, on remarque très facilement qu'il adore jouer avec les illusions. Perfect Blue n'échappe pas à la règle avec ses troubles mentaux et la perte d'identité. Millennium Actress, qui, dans ce cas, est un peu plus subtil, car ça joue beaucoup plus sur la temporalité et les transitions entre souvenirs et scènes de film. Et Paprika, entre rêve et réalité. Simplement. Et tellement ce film a plu, qu'il a remporté 5 prix, dont celui de meilleur long métrage d'animation. Et qu'un certain Christopher Nolan se serait inspiré pour Inception. J'aimerais continuer à en parler du film, mais le problème c'est que je risque d'en dire trop. Donc mon call c'est de vous envoyer le voir. Allez regarder Paprika. Si vous devez regarder une création de Madhouse, c'est bien celle-là. Ou alors... Nous sommes en 2002 et dans les bureaux de Madhouse, une petite équipe commence à travailler sur une nouvelle création du studio. L'histoire est imaginée par Katsuhito Ishii et l'animation est supervisée par Takeshi Koike. C'est là que c'est la merde. Le projet est simple. Faire chaque image du film à la main. Du coup, c'est ce qui va se passer, ils vont le faire. Et après 8 ans d'enfer et 100 000 dessins plus tard, Redline sort dans les cinémas japonais le 9 octobre 2010. Et c'est une catastrophe.
Le film est très bien reçu, certes, mais les chiffres ne sont pas du tout là. La production du film a coûté à Madhouse plusieurs millions de dollars. Alors, j'ai pas trouvé exactement le coût de production, car tous les articles se tirent dessus. Un coup c'est 3 millions, un coup c'est 18 ou 30. Bref, si quelqu'un a une source sûre, qu'il n'hésite pas à me la fournir en commentaire, je l'en remercierai profondément. Mais dans tous les cas, que ça soit 3 ou 30 millions, Redline a mis un coup au studio et c'est là que je vais arrêter de parler du film en lui-même, pour vous parler du plus gros problème de Madhouse. Je vais consacrer une vidéo dédiée à Redline. En vérité, c'est pour ça que j'arrête d'en parler si vite. Sur pratiquement toute la vidéo, j'ai fait une rétrospective des travaux du studio. Mais la vérité, c'est que j'ai omis certains détails pour pas vous embêter avec des détails chiants à mourir et pour pas casser le rythme. J'en parlerai sûrement plus dans les prochains épisodes, parce que c'est relativement pareil dans tous les studios d'animation au Japon. Je parle bien évidemment des conditions de travail. Si vous le voulez bien, on va reprendre un épisode d'Hunter x Hunter. Voilà. Vous voyez ces 18 minutes, je vous ai dit qu'ils utilisaient des loops, etc., et que c'était pour faciliter l'animation et pas perdre de temps. Alors, oui, c'est vrai, mais c'est aussi surtout parce que s'ils font pas ça, les animateurs vont cracher du sang. En 2019, un ancien employé de chez Madhouse a intenté un procès après avoir été forcé à travailler 393 heures en un seul mois. On parle de conditions de travail abusives là. Cet homme avait des heures supplémentaires non payées. 393 heures, c'est insoutenable comme rythme. Ça fait 13 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est sûrement pas le seul dans ce cas. Et la plupart du temps, les animateurs font pas mal d'heures supplémentaires. En principe, à certaines périodes, en rush, ça arrive qu'ils fassent 80 heures dans la semaine. Non payé, hein, rappelons-le. Alors en France, on te fait monter à 80 heures par semaine. La semaine d'après, ton employé te fout le prud'homme au cul et te crame ta boîte. C'est aussi ça, la différence entre l'Occident et l'Asie. C'est que là-bas, le travail, c'est la vie. Alors si tu viens foutre le bordel parce qu'on t'a pas payé tes heures sup, crois-moi que là-bas, on va mal te regarder et qu'en plus de ça, on va te renier. Quand tes employeurs sont constamment sur ton dos, qui te font faire des heures sans arrêt, bah, tu finis par craquer sous la pression et tu fais un burn-out. Donc imaginons ta vie. Tu fais 80 heures par semaine, tu vois pas ta famille, tu vois pas tes amis, tes patrons te foutent une pression monstre parce que t'as des deadlines, et en plus, tu gagnes même pas un SMIC. Et bah tu t'envoies en l'air. Avec la mort. Oh là l'ambiance elle est au max là. Et c'est ce qui va se passer en 2014 chez Madhouse. Un employé a décidé d'en finir le mois après où il avait fait 600 heures en un seul mois. J'ai l'impression de raconter une blague. Et sur quoi a travaillé Madhouse en 2014 ? Hunter x Hunter. Alors attention. Ce que je vais dire n'est pas fondé, c'est une simple théorie. Mais en gros en 2014, Madhouse travaillait sur la fin de Hunter x Hunter et Parasite. Donc je pense que le bonhomme il a dû se la mettre sur la fin de Hunter x Hunter. Et rappelons-le, 600 heures en un seul mois, ça fait 20 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que le mec il dormait 4 heures et après il bossait 20 heures. Il y a peut-être une pause le midi, hein. Feignant. Après, d'après mes sources, c'est entre 400 voire 600, donc quand même. Là la question peut se poser, travailler pour vivre ou vivre pour travailler? Bon, en réalité on serait plus sur survivre sous le poids du travail ou s'effacer sous son ombre. Voilà. En vrai j'ai pas de conclusion à donner à ça, mis à part vous dire quelque chose de très important. Je me redresse pour parler de ça. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez subissez du harcèlement ou des abus au travail, n'hésitez pas à contacter des services spécialisés. En France, vous pouvez appeler ces numéros-là pour obtenir de l'aide. Ne restez pas seul et parlez-en avant qu'il soit trop tard. S'il vous plaît. Voilà, j'aimerais terminer cette vidéo sur une note un peu plus légère avant de vous donner ma conclusion. Madhouse n'a pas fait que ce que je vous ai présenté, mais malheureusement je ne pouvais pas tout traiter parce que sinon c'est nous qui allions faire des heures sup et c'est hors de question. Donc à la place je vous propose les mentions honorables. Vampire Hunter D Bloodlust, c'est le petit frère de Weak City et Demon Shinjuku, vu que c'est le même réalisateur pour les trois. Yoshiaki Kawajiri. I would if I could believe you, Meyer. You kidnapped the girl.
I'm afraid you have to die. I want you to stop your protection of Lyra. Metropolis. Directed by Rentaro, the celebrated director of Galaxy Express 999. Written by Katsuhiro Otomo, creator of the breakthrough feature Akira, and based on the classic manga by the godfather of Japanese animation, Osamu Tezuka. Millennium Actress. Coucou Satoshi. No Game No Life 0. No Gun Life. Et du mouvement de la Terre. Pourquoi j'ai pas parlé de cet animé? Tout simplement parce que je l'ai pas encore vu. Et quand j'ai commencé le script de cette vidéo, il était en cours de diffusion. Et voilà, c'est ici que s'achève notre voyage à travers l'histoire de Madhouse. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai pris un pied fou à l'écrire, elle m'a pris énormément de temps. Il y a eu des recherches qui étaient chiantes à trouver, c'était un enfer. Mais je suis content d'avoir écrit ce script. Je sais qu'il n'est pas parfait, je sais qu'il manque énormément de choses. Je n'ai pas parlé des musiques par exemple, j'ai parlé seulement des musiques de Death Note, parce que c'était vraiment, voilà, c'est vraiment extrêmement connu. Et j'ai essayé de tirer un point différent sur chaque œuvre que Madhouse a fait. Parce que sinon, au pire, je fais une vidéo pour chaque manga, excusez-moi, pour chaque animé. Et voilà, au moins, on a vraiment la rétrospective complète de chaque œuvre. Mais c'était pas mon objectif. Je fais que de bégayer, c'est un truc de ouf. J'ai écrit une petite conclusion et je vous avoue que là, je pourrais peut-être pas la dire en face cam parce que je vais pleurer. Non, c'est totalement faux, mais vas-y, je vous la lis. Alors, un studio qui a marqué de son empreinte l'animation japonaise en créant certaines œuvres les plus... Non, franchement, Madhouse a fait quelque chose de terriblement audacieux, a toujours été très professionnel et c'est... Je sais pas... Je raconte de la merde. Non, en vrai, je vais essayer de faire une conclusion comme ça. Déjà, pour la vidéo, moi, mon objectif, c'était de vous montrer qui était derrière quoi et de vous sensibiliser un petit peu sur ce qu'est un animé. D'ailleurs, j'aimerais vraiment... Là, alors, pour la vidéo, j'ai balancé 50 futures vidéos. Ça sera pour une prochaine vidéo. Bah ouais, mais faudra les faire au bout d'un moment. En tout cas, celle sur Redline, je pense que je la ferai vraiment. Celle sur Death Note, elle est déjà en préparation. Il y a énormément de recherches et d'écriture. Je vous jure, c'est un enfer. Très sincèrement, je dois interroger une centaine de personnes et je vais faire une étude dessus. Je vais faire une étude sur Death Note, pas sur l'œuvre en elle-même, mais sur une partie de l'œuvre. Pour ce qui est de Madhouse, c'est que le premier épisode. J'ai pour projet de continuer sur un projet que j'ai cité dans la vidéo et qui est étroitement lié avec Madhouse. Je parle bien évidemment de Mappa. Je trouve que c'est la suite logique. J'ai pour projet aussi d'un autre studio, un énorme studio qui est là depuis les débuts, mais c'est à voir. On verra. J'ai aussi omis de dire que Madhouse, je dis dans la vidéo que c'est un pilier de l'animation, mais je ne situe pas le studio. Je le mets pas sur une échelle ou sur une estrade en mode il y a eux, puis eux, puis eux. Mais concrètement, pour vous situer, il y a la Toei et Madhouse. Voilà, pour que vous compreniez un peu le délire. Madhouse, ça fait 50 ans qu'ils sont là, les mecs, hein, donc ils sont arrivés au début, vraiment. Et qu'ils soient encore là, c'est quelque chose de très très fort, de très respectueux, même si il y a les abus au travail. Voilà, justement, d'ailleurs je le rappelle, il y a ces deux numéros que j'affiche ici et en description. Si vous connaissez quelqu'un ou que vous êtes dans une situation qui est harcèlement ou abus au travail,
parlez-en, réagissez, n'ayez pas honte. Ce n'est pas une honte d'appeler et de demander de l'aide. Au contraire, vous enverrez peut-être le prud'homme dans les bonnes boîtes. Et voilà, j'ai pas vraiment de bonne conclusion à ce chapitre-là, j'avoue. Pour finir, bah merci d'avoir regardé la vidéo. Moi j'ai pris un pied colossal. C'était trop bien, même si j'ai galéré. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez apporter des détails dans la zone commentaire, n'hésitez pas. Peut-être que je vous épinglerai, il n'y a aucun problème à ça. Et voilà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. C'est super important pour la chaîne. N'oubliez pas le fameux LCA, like, commente, abonne. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. C'était Osmonde.